6h21, merci d'être avec nous sur Radio J. Une page culture à présent et nous vous emmenons ce matin au musée. Une visite virtuelle, bien sûr, car les musées restent malheureusement toujours fermés à cause de la Covid-19. Visite virtuelle donc, et nous allons évoquer la carrière ce matin du peintre juif le plus célèbre du monde, j'ai nommé Marc Chagall. Et oui, ce sont nos confrères du Times of Israel qui nous apprennent cette semaine que la synagogue où priait le jeune Chagall en Biélorussie est actuellement en vente. Vitebsk, la ville natale de l'artiste, offre ce bâtiment pour une somme assez modeste d'ailleurs, mais à la condition que les futurs acquéreurs s'engagent à en préserver l'architecture. L'occasion de revenir ce matin sur l'œuvre haute en couleurs de Marc Chagall. On en parle avec un passionné de ce peintre, Christophe Daron. Et j'espère aussi pour les auditeurs, je n'en doute pas. Et oui, on part à Vitebsk en Biélorussie. C'est là que Marc Chagall est donc né en 1887. Ce qui veut dire que la synagogue de la ville, mise en vente, comme vous le disiez, Ilana, a été fréquentée par l'artiste il y a près d'un siècle et demi. À l'époque, en fait, la Biélorussie est intégrée à l'Empire russe et Vitebsk abrite l'une des plus importantes communautés juives de la Russie tsariste, puisque la moitié des 50 000 habitants de la ville sont juifs. La famille de Marc Chagall est juive orthodoxe de tradition hassidique, pratiquante, et on parle le yiddish à la maison. Le milieu est plutôt modeste, famille de 9 enfants, père commis dans un entrepôt de harengs, mère qui tient une petite épicerie. D'abord scolarisé dans une école juive, le petit garçon est un élève médiocre, mais doué en dessin. Et son enfance et ses racines juives seront en quelque sorte le fil rouge de son œuvre. Oui, Chagall représentera l'enseigne de l'épicerie de sa mère, les maisons en bois qui côtoient les clochers à bulbes des églises orthodoxes, ainsi que les fêtes et les traditions juives, le Shabbat, les mariages. Et puis amusez-vous à chercher dans les œuvres de Chagall, vous y trouverez souvent un rabbin, une Torah, un violon, des chandeliers. Chagall est en fait tout simplement le peintre qui a le plus représenté les objets et les symboles du judaïsme chers à sa jeunesse. Vous l'avez dit, Marc Chagall n'était pas en tout cas un bon élève, mais il était assez doué pour le dessin. C'est donc tout naturellement qu'il va embrasser la carrière d'artiste. Et il va quitter Vitebsk pour Saint-Pétersbourg à la fin des années 1900. Il a un peu plus de 20 ans, mais là, il va y avoir un problème parce que les Juifs à Saint-Pétersbourg doivent obtenir un permis spécial pour travailler. Alors d'abord, il obtient un faux permis, ce qui lui vaut un court séjour en prison, mais heureusement, il est pris en charge par un avocat qui va l'engager comme domestique, ce qui permet donc à Chagall d'avoir un permis de travail légal et de faire des études de peinture. Comme quoi, une carrière, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est à cette période aussi que Marc Chagall rencontre le grand amour de sa vie, Bella Rosenfeld. C'est une jeune étudiante native comme lui de Vitebsk, c'est le coup de foudre, à tel point qu'elle plaque tout pour le suivre à Paris, où ils ne connaissent pourtant personne, et alors qu'ils ont quand même 8 ans d'écart d'âge, quand il la rencontre, elle n'avait que 14 ans. Oui, mais bon, qu'est-ce que l'écart d'âge quand on aime quelqu'un? Marc Chagall et Bella Rosenfeld qui arrivent dans la capitale française en 1910. Et Paris est alors la ville des artistes avec une vie culturelle bouillonnante. Marc Chagall s'y est sans doute rapidement épanoui. Oui, il fréquente les musées, les galeries. Oui, à l'époque, ce genre de choses était ouverte. Et puis, il va y copier les grands peintres, faire la rencontre du poète Blaise Cendrars, de Guillaume Apollinaire. Il va avoir un atelier à La Ruche, dans le quartier de Montparnasse. Alors, vous savez pourquoi on appelle ça La Ruche, Ilana? Eh bien, en fait, c'est parce que c'est un endroit qui ressemble un peu à une ruche d'abeilles. Il y a plein de petits ateliers sur un même palier, donc un petit peu, vous savez, comme dans les ruches. Et puis, c'est toujours effectivement assez foisonnant. Et puis, en plus, ça sent toujours cette espèce d'odeur de bois. Toujours, voilà, donc ça peut aussi ça sent la nature. Voilà, donc ça peut aussi faire penser un peu aux ruches d'abeilles. Et puis c'est là que les peintres et les sculpteurs, de ce qu'on appelle l'école de Paris, la première école de Paris s'installe. Ce sont pour bon nombre d'entre eux des immigrés venus d'un peu partout en Europe, en particulier surtout d'Europe centrale, et des juifs pour la plupart, parmi lesquels Modigliani, Soutine, Kissling ou encore les peintres Crémeigne ou Kikoïne. La ruche qui est en fait une vraie auberge espagnole, si j'ose une analogie contemporaine. Mais finalement, est-ce que Marc Chagall arrive à vendre? Parce que c'est bien beau de mener la vie d'artiste. Oui, oui, la vie d'artiste, la vie de bohème. Non, c'est une période plutôt difficile. Les artistes ont du talent, mais en fait, ils ne vendent pas grand-chose. Et ils ont le ventre creux, comme dans la chanson La Bohème de Charles Aznavour, que je crois vous d'humeur poète beaucoup. Ce matin. Oui, et Chagall, en fait, va s'accrocher. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne renie pas ce qu'il aime peindre. C'est un peu, vous savez, comme dans un rêve. Ce sont ces personnages détachés du sol, d'ailleurs souvent des mariés. Et puis on voit aussi des animaux, des vaches, des taureaux, des chèvres qui flottent dans l'espace. Et même à des kilomètres de Vitebsk, il va continuer à souligner ses racines juives. Par exemple, dans l'autoportrait aux 7 doigts, en fait, ça évoque une expression yiddish, faire quelque chose avec 7 doigts, qui signifie accomplir une tâche vite et bien. Mais néanmoins, Chagall ne s'en sort pas dans ces années parisiennes. La guerre éclate, il rentre en Russie. Et on est là en 1917, en pleine révolution qui marque donc la fin du régime tsariste et la prise du pouvoir par les bolcheviks. Comment Chagall vit cette période difficile? C'est assez contrasté. En fait, il va obtenir la nationalité russe,
plus, parce que du coup, avec la fin du régime tsariste et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, eh bien, c'est plus facile d'obtenir cette nationalité. Il va devenir commissaire des beaux-arts de Vitebsk, mais en fait, il va quitter son poste car son style n'entre pas vraiment dans les canons soviétiques. Et puis après avoir réalisé des décors pour le théâtre juif de Moscou, il va revenir à Paris et on est là cette fois en 1923. Et Chagall a déjà 36 ans. Est-ce qu'on peut parler enfin d'un début de reconnaissance ? Oui, il va illustrer des ouvrages, il va illustrer notamment l'Ancien Testament. En fait, à l'abri du besoin, il va voyager. En 1931, il va se rendre à Tel Aviv en vue de la création d'un musée d'art juif. Il obtient la nationalité française. Et bon, vous le savez, la Seconde Guerre mondiale arrive, elle éclate. Chagall est classé par les nazis artiste dégénéré. Il va quitter Paris et il s'en est fallu de peu pour que, il soit arrêté à Marseille et peut-être même déporté. Donc dès lors, il sait qu'il est en danger et il prend la direction des États-Unis. Il a eu bien raison. C'est là que beaucoup d'artistes se sont réfugiés, mais Chagall, exilé, va vivre quand même plusieurs drames. Oui, c'est pas vraiment un exil tranquille, loin de là. Déjà, évidemment, le manque de l'Europe et puis surtout deux faits majeurs. D'abord, le sort des Juifs, bien sûr. La peinture de Chagall va s'assombrir dans cette période. Il va témoigner de la tragédie qui se déroule en Europe. On va voir des scènes apocalyptiques, des crucifixions, des maisons en flammes, des femmes fuyant avec leurs enfants. C'est un contraste évidemment saisissant par rapport à ses œuvres. Vous savez, on a ces magnifiques bouquets de fleurs. Et puis, en 1944, Béla, l'amour de sa vie, va mourir. Il n'arrive plus à peindre pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les œuvres post-1945 de Chagall, jusqu'à la fin de sa vie, malgré 2 remariages, Chagall va continuer à représenter celle avec qui il a vécu plus de 35 ans, un petit peu comme une silhouette bienveillante, d'ailleurs souvent vêtue en robe de mariée. Après la Seconde Guerre mondiale, Marc Chagall est internationalement connu, enfin, et il se tourne vers la réalisation d'œuvres monumentales. Oui, c'est l'époque vraiment des grands travaux, des grands projets, et malgré un âge de plus en plus avancé, il était quand même en forme pour c'est souvent la vie réaliser des pas mal artistes, de c'est souvent le choses. destin des artistes. Exactement, et c'est vrai qu'il ne se ménageait pas. Par exemple, les 3 tapisseries pour un hall de la Knesset à Jérusalem où se déroulent généralement les cérémonies solennelles. C'est d'ailleurs aussi à l'hôpital, c'est aussi à Jérusalem, qu'il va s'occuper de la décoration de 12 vitraux de la synagogue de l'hôpital Hadassah. Et puis à New York, il va être aussi chargé des peintures murales du Metropolitan Opera qui seront inaugurées en 1966. Et il va quand même aussi donner le vitrail de la paix à l'enceinte du siège des Nations Unies. C'est pas rien quand même. Et en France, Marc Chagall multiplie les projets jusqu'aux années 70. Oui, il va décorer la chapelle du Calvaire à Vence dans les Alpes-Maritimes où il vit. Il a bien raison car c'est quand même un très bel endroit. Et puis ça devient ensuite ce qu'on appelle le cycle du message biblique. En fait, ce sont 12 tableaux qui illustrent la Genèse et l'Exode, les 2 premiers livres de la Bible, comme vous le savez, et un ensemble de 5 peintures évoquant le Cantique des Cantiques. Et en 1964 est inauguré en grande pompe le nouveau plafond de la grande salle de l'Opéra Garnier à Paris. Une toile de 220 mètres carrés qui rend hommage à 14 grands compositeurs et aux plus belles pièces de l'opéra et de la danse. Et je sais que dans cette radio, certains aiment beaucoup la danse, comme Péléas et Mélisande de Debussy, Carmen de Bizet, l'oiseau de feu de Stravinsky, la flûte enchantée de Mozart. Chagall va aussi réaliser de nombreux vitraux. Il pratique aussi la céramique et la sculpture grâce à Picasso. Et puis, la France sait évidemment ce qu'elle doit à Marc Chagall. Un musée lui est dédié. Il ouvre ses portes en 1973. Marc Chagall, qui continue à travailler jusqu'à la fin de sa vie et qui meurt le 28 juillet 1985 à 98 ans. Il a mené quand même une très belle vie, Marc Chagall. Oui, un siècle. Merci Christophe pour toutes ces informations. Votre héros, donc Marc Chagall, et vous parliez de vitraux à l'instant. Une exposition virtuelle est actuellement proposée par le Centre Pompidou-Metz. Chagall, passeur de lumière, sur donc ces vitraux réalisés par le peintre. Merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard sur Radio J.